télé. Je suis professeur de radiologie à l'université. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Ces derniers temps, deux grands faits ont marqué l'actualité de la diaspora algérienne, notamment des faits historiques, mais aussi des faits économiques, à savoir les nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement algérien quant à la facilitation de l'investissement de la diaspora algérienne ici en Algérie. Ce soir, Diasporama est placé sous le thème Histoire et perspective, et pour en parler, nous recevons ce soir M. Fatah Hayadi, qui est réalisateur, M. Belkhir Edir, qui est ingénieur chargé des affaires au niveau de Sofrin Technologies et par la même occasion ancien président de l'Association des étudiants algériens en France. Nous recevons également M. Kamel Behdi, qui est président de l'Association des rassemblements des franco-algériens en Normandie. Et enfin, parmi nous ce soir, M. Bouchalfa Amazid, qui est journaliste. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, nous l'avons dit en début d'émission, ce soir, donc on aura deux volets que nous allons développer lors de notre émission, donc le volet historique mais aussi le volet économique. Donc vraiment, on va se tourner un petit peu vers l'avenir, mais avant cela, un petit bond vers le passé. Alors, il est vrai que l'histoire coloniale et l'histoire d'Algérie est une histoire qu'on ne peut pas raconter en 52 minutes, je vous l'accorde, mais si possible, nous présenter un petit peu cette période d'une façon très très succincte. Monsieur Hayadi. Bon, 1830. Début de la colonisation, avec une sauvagerie inouïe. Petit rappel de la tribu des Aoufiya, à côté d'Al-Harrach, une tribu qui a été décimée, décapitée, et dont les femmes ont été vendues à Bab al-Zoun comme bêtes de somme. Cela a donné le temps de cette colonisation. Alors qu'on disait qu'il y aura la liberté de culte, etc., rien n'a été fait de tout cela. La mosquée Ketchawa a été transformée en église. Les terres algériennes qui étaient habous ont été données aux colons. Voilà le début de cette... S'il y a une chose... Mais sinon, monsieur Hayadi, vous m'excusez, juste pour revenir un petit peu à l'actualité qui marque en ce moment l'histoire algérienne, c'est un peu cette restitution des crânes des résistants algériens. Oui, alors, il faut dire que c'est grâce à un chercheur algérien, Belqadi, il s'appelle, qui a découvert, qui a retrouvé les traces de ces têtes, de ces crânes, pardon, et aussi à la pétition, les différentes pétitions qui ont été signées grâce à Brahim Snoussi. Et je pense que ces crânes sont le symbole de la cruauté de la colonisation. Bien sûr que c'est une chose excellente que ces crânes-là reviennent sur la terre, pour cette terre qu'ils ont défendue corps et âme. Il est très important que cela revienne, parce que c'est un devoir de mémoire. Et justement, dans ce sens, il y a une commission qui a été donc mise en place pour justement la restitution de tous ces crânes. Monsieur Bouchalfa, pouvez-vous nous parler de cette commission ? Je crois qu'avant d'arriver à la création de la commission, je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est-à-dire effectivement, je n'insisterai pas, puisque mon ami Ali Hayadi l'a dit, sur la cruauté de la colonisation. Voilà, des gens qui coupent la tête de personnes et puis qu'on emmène de l'autre côté de la Méditerranée. On les a exposées, ces têtes ont été exposées. Elles ont été offertes comme trophée par des médecins. Cette période correspondait après, c'est-à-dire la première décennie après la première décennie de la prise d'Alger, de la conquête française, elle a correspondu à tout un travail qui se faisait en Europe. On essayait de donner au racisme un fondement scientifique. C'est-à-dire qu'on prenait ces têtes et puis on l'étudiait, on mesurait un brachycéphale, dolicocéphale, ceci, etc. C'était des objets de curiosité parce que l'époque aussi se prêtait à cela. On exposait des êtres humains dans des eaux
jusqu'au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, il y avait encore aux eaux de Vincennes ou dans des foires, on exposait des personnes. Donc, je pense que cette insistance des associations, de la société civile, très particulièrement pour le retour des crânes, qui a permis la création de cette commission, qui a permis la création c'est-à-dire de gens qui vont se pencher. En fait, dans les faits, nous assistons à une espèce d'entremêlement de la morale et de la raison d'État. On a invoqué la raison scientifique pour prendre ces têtes, les découper, les enlever. Aujourd'hui, on invoque le droit pour les restituer. Alors que normalement, les choses auraient pu se passer, bon, disons, dans la discrétion. Mais Charbonnier étant maître chez soi, les Français, l'État français et le gouvernement français sont obligés de se conformer aux lois qu'ils ont édictées concernant leur possession. Ceci étant, il y a un frémissement, je pense que depuis la fin de l'année dernière, de 2017, le discours du président français à Ouagadougou, où il parlait même de la restitution d'un certain nombre de pièces qui sont au Quai Branly, particulièrement au Quai Branly, pour les rendre au pays d'origine. Je pense qu'il y a une bonne volonté qui est en train de se dessiner. Alors espérons qu'elle va aller jusqu'au bout. C'est un hommage aussi qu'on rend ce soir à la société civile qui a beaucoup fait justement pour la création de cette commission et revendiquer donc le droit de restituer un petit peu les archives et l'histoire de l'Algérie. Monsieur Belkhir, alors vous êtes quand même de la nouvelle génération. Absolument. Tout comme moi, nous n'avons pas eu, je ne dis pas si on n'a pas eu la chance ou on n'a pas eu l'occasion de vivre cette période. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas. Mais en tout cas, on ne l'a pas vécu. Mais aujourd'hui, donc, autant que jeune, quelle lecture portez-vous justement à cette initiative de créer cette commission et de restituer tout ce qui marque un petit peu cette période coloniale? Alors, en tant que diplômé des deux pays, hein, j'ai une licence en Algérie et un master en France, je dirais que malgré qu'on n'ait pas eu à vivre une certaine période, heureusement qu'il y a des livres et des historiens qui font un travail merveilleux dans ce sens, pour rendre hommage aux personnes qui n'ont pas accepté cette injustice. Et en ce sens, précisément par rapport à ce qui concerne cette restitution des crânes, je pense que le passage du président Emmanuel Macron traduit parfaitement avec sa phrase quand il avait dit que la France coloniale était venue en Algérie avec des droits de l'homme, mais elle a omis de les lire. Je pense que l'omission d'une telle lecture a engendré des pertes immenses pour tout un peuple, une nation. L'histoire étant ce qu'elle est, je pense qu'aujourd'hui nous devons, en tant que membres de la société civile, rappeler nos décideurs à aller de l'avant, d'égal à égal, pour justement, malgré qu'il y ait un certain nombre de lois à respecter dans ce cadre-là, mais je pense que c'est un début, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois, d'une situation qui revient à une certaine normalité dans les rapports entre l'Algérie et la France, au-delà de tout ce qu'on a pu connaître comme barbarie. Monsieur Bahdi, peut-être un mot par rapport à ça? Oui, donc merci. En qualité de président d'association franco-algérienne qui sert de passerelle justement dans tous les domaines, on va dire, notre droit est de savoir la vérité qui émane des chercheurs, qui émane des historiens, qui nous ramènent la vérité. Et notre devoir à nous, en tant que franco-algériens, en tant que monde associatif, d'accompagner ces historiens, d'accompagner ces chercheurs-là, de mettre en œuvre pour que la vérité soit dite, soit connue. L'histoire, c'est l'histoire, reste toujours c'est l'histoire, c'est la vérité. Donc pour moi, il y a une commission, vous avez évoqué qu'il y a une commission qui a été faite. Pour moi, j'aimerais bien qu'il y ait des associations ou une association qui va être créée, parce que le travail d'une commission qui se réunit de temps en temps pour étudier les modalités, pour avoir, parce que maintenant on parle d'une loi, Macron il l'avait dit, donc il faut qu'il y ait une loi pour ce qu'on appelle la déclassification, tout à fait. Donc il y a une loi qui va être mise en œuvre. Par contre, il y a ce qu'on appelle le travail associatif, en France c'est très très bien reconnu les associations, donc il faut qu'il y ait une association sur le terrain qui mènent un combat avec d'autres associations bien sûr françaises qui sont humaines, qui mènent le même combat pour aboutir justement à ce que la Commission et les deux gouvernements, voilà. Nous en tant qu'association, on est comment dirais-je, on est partisans de toute initiative qui sert à développer une passerelle, des liens, qui renforce des liens des deux rives,
mais tout en restant dans la justice et la vraie histoire à connaître et restituer bien sûr les crânes, c'est donnant à César ce qui appartient à César. Bien sûr, les crânes vont être restitués de manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, bien sûr. Et justement, donc c'est la première fois que le règlement d'une question mémorielle trouve enfin une solution avec un agenda clair. Alors justement, quelle lecture feriez-vous par rapport donc à la création de cette commission? Mais est-ce que c'est aussi la fin des contraintes et autres blocages un petit peu des lobbies de l'extrême droite? Moi, je pense que, bon, cette commission, mais il faut voir revenir en arrière par rapport à tout ce qui est, tout ce que l'Algérie n'a pas demandé officiellement. Il faut le dire. Il n'y a jamais eu de demande officielle par rapport aux archives. Cette histoire de crâne, je disais, est horrible. Parce que dans ces crânes-là, il y a 36 crânes reconnus. Il y a Boubarla, il y a Bouziyenne avec la révolte des Acha, il y a Ben Mbarak, un des lieutenants de l'émir Abdelkader. Ça veut dire quoi tout cela? Avec ces 36 crânes, on sait que cette sauvagerie a été partout en Algérie et dès 1830. Vous pensez que la restitution de 36 crânes va aller plus loin par rapport aux archives? Il y a d'autres intérêts. Il est vrai qu'il faut se battre pour ces archives-là. Reprendre nos archives est un droit, bien sûr. Mais est-ce qu'on les aura? Quelles archives on nous donnera? Il faut dire que cette fois-ci, c'est le ministre des Moudjahidines lui-même qui a adressé cette lettre officielle pour la restitution des crânes et pour la restitution des archives. Et justement, Nawal Mounahhamoudi est revenu un petit peu sur cette commission, sur ces différentes initiatives quant à la restitution des crânes des résistants algériens. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Siècle, la France détient de précieuses archives concernant l'histoire de l'Algérie. Des crânes de résistants algériens sont toujours détenus au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, mais aussi des documents et des recueils d'une valeur inestimable. Après plusieurs tentatives de leur restitution, l'Algérie a adressé mercredi dernier une demande officielle au gouvernement français pour la restitution de ces 37 crânes de résistants algériens tués dans les années 1850 par l'armée française. Ces crânes qui rappellent la résistance populaire du peuple algérien, une résistance qui n'a jamais cessé depuis l'occupation française de l'Algérie en 1830. À cet effet, des discussions sont engagées également autour de nombreuses questions cruciales restées en suspens depuis des décennies, à savoir l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires, mais aussi les disparus algériens durant la guerre de libération nationale. Longtemps revendiquée par les autorités algériennes, la restitution des archives est restée insatisfaite, même si une infime partie a été réceptionnée, environ 2% de la totalité existante en France, selon le ministre des Moudjahidines. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale, 3 sous-commissions ont été mises sur pied pour le traitement de la question mémorielle. Des discussions sont engagées depuis plus d'une année autour de la restitution des archives, l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires, les disparus algériens durant la guerre de libération nationale et des copies des archives concernant l'Algérie de 1830 à 1962. Cette démarche fait suite à l'entretien à Alger, le 6 décembre dernier, du président de la République Abdelaziz Bouteflika avec son homologue français Emmanuel Macron qui effectuait une visite de travail en Algérie. La question de la mémoire entre les deux pays a été ainsi un des points de l'entretien des deux chefs d'État au cours duquel le président Macron avait annoncé que la France était prête à restituer à l'Algérie les crânes de ses résistants et lui livrer des copies des archives concernant l'Algérie de 1830 à 1962. Voilà, donc de retour sur le plateau. Alors, il y a aussi cette demande officielle quant à la récupération des archives nationales de 1830 à 1962. Alors, Monsieur Ayadi, quelle serait l'importance donc pour l'écriture de l'histoire de récupérer toutes ces archives-là? Laissez-moi vous dire tout simplement que je suis très pessimiste par rapport à cela. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
ce qui me fait dire ça, c'est que bon, j'ai eu à visiter des endroits où il y a nos archives. Déclassifier ces archives-là n'est pas chose aisée, parce qu'il y a la preuve. Il y a une preuve, la preuve que la France coloniale elle va se... Comment je peux le dire? S'autocritiquer. Oui, déjà, l'autocritique, ça n'est pas du tout cela. Si, l'autocritique, mais beaucoup de... Parce qu'il y a des preuves que la France a fait beaucoup de choses. Elle a fait très mal aux Algériens. On peut l'attaquer avec ses propres les archives qu'elle détient. On peut revenir, on peut aller à la haie, parce que c'est véritablement un crime contre l'humanité. Bien qu'à un certain moment, ça n'est pas tout à fait apparent dans les accords d'Évian, mais il y a eu en France une loi qui a fait table rase de tout ce passé-là. Revenir à ce passé, moi je me pose la question et je n'ai pas de réponse pour cela. Monsieur Boukhalifa, est-ce que vous ressentez le même pessimisme, justement? Non, pas du tout. Ça, je l'expliquerai peut-être, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit concernant la demande officielle, avec des guillemets, des louches de guillemets de chaque côté. Parce que les États ont des langages que nous ne comprenons pas, parce que l'Algérie a toujours, dans des négociations avec le partenaire français, ce patrimoine qui va continuer à nous reconstruire, puisqu'on a commencé cette reconstruction en 62, avec l'indépendance. Ce patrimoine a toujours été posé. Il est bien entendu que les Français, la partie française, a toujours opposé. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas demander à un autre État quelque chose et il sait qu'on va le lui refuser. Donc pourquoi aller jusque-là? Il y a des moments, et je pense que le moment est venu, c'est-à-dire que la partie française, en tous les cas, pour le moment, bon, il y a une certaine volonté, je parlais de frémissement tout à l'heure, une certaine volonté de dépasser et de se déresponsabiliser de ce passé colonial. C'est-à-dire que les Français d'aujourd'hui ne vont pas battre leur coulpe du matin au soir en disant « oui, on a fait du mal », etc. Accepter sa propre histoire, c'est aller de l'avant. Je pense que les Français sont arrivés au moment où ils vont commencer, c'est-à-dire à restituer. Ceci étant, c'est très important. Le fait d'avoir ouvert les archives au compte-gouttes, disons. Parce que tant qu'on possède des archives, on domine votre histoire. Je peux orienter votre histoire si c'est moi qui ai les documents, c'est moi qui ai les dossiers. Je vais ouvrir les dossiers que j'ai envie. J'ai envie d'orienter l'histoire dans ce sens. Parce qu'on a toujours dit une chose, on a dit oui, on ne restitue pas les archives parce que les personnes sont encore vivantes. C'est-à-dire que c'était la partie algérienne qui allait en souffrir. Un grand historien algérien a d'ailleurs dit l'ouverture des archives va être catastrophique pour nous. Mais ce n'est pas forcément cela, pas du tout. Effectivement. Alors justement, pour rester dans la même lancée de ce que vous venez de développer, alors cette déresponsabilisation de la France et justement cette volonté un petit peu de passer à autre chose, est-ce qu'on peut imaginer ou penser que c'est un pas justement vers la reconnaissance de ce qui a été fait et vers la reconnaissance de tous ces crimes coloniaux? C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'y arriver. Mais c'est-à-dire qu'il faut considérer, c'est-à-dire que l'État français acceptera un jour ou l'autre la responsabilité de son passé colonial. Exactement. Vous savez, c'est exactement comme pour la question de l'esclavage. On parle d'esclavage, mais personne ne reconnaît qu'il était esclavagiste. Y compris les États-Unis ou le Brésil, où les États, en tant qu'États, ne reconnaissent pas facilement leurs responsabilités. Ça prend du temps. C'est un déroulement géologique, pratiquement. C'est-à-dire déjà pour les cas, on parle de 2-3 ans. C'est-à-dire élaborer la loi, etc., mesurer le pour, le contre, et ainsi de suite. Alors que normalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une chose qui aurait dû se faire facilement. Or, les États sont ainsi.
Les États sont ainsi, ils avancent, mais très doucement, très prudemment. Et puis, tant que je peux tenir quelque chose, pourquoi l'empêcher? Je vais attendre des circonstances un peu plus... Je vais tirer profit de la situation dans laquelle, de l'avantage que je possède sur l'autre, et ainsi de suite. Alors, il y a un autre dossier colonial qui reste quand même un dossier épineux, c'est les essais nucléaires Ergan. Alors, vous-même, M. Ayadi, vous avez réalisé un documentaire de Ergan à Miroroa. Voilà, donc je vous propose de regarder un extrait, on va se revoir juste après pour parler donc de ces essais. Faire un suivi, assurer un suivi médical, assurer un suivi au niveau de l'environnement, de la radioactivité. Il faut déjà reconnaître qu'il pouvait avoir des problèmes. Donc déjà, c'est le premier travail de reconnaissance. Et après, bien évidemment, de réparation, puisque la reconnaissance pour la reconnaissance n'est pas suffisante. C'est après, dans l'objectif, qu'il y ait un suivi médical, à la fois sur le personnel qui ont participé aux essais, mais aussi sur les populations qui continuent de vivre dans les zones environnantes, donc tant en Polynésie qu'au Sahara, bien évidemment. Et puis, donc, pour mettre en œuvre à la fois ce suivi médical et un suivi au niveau de l'environnement. En Polynésie, ça a été fait. Néanmoins, sur les sites où ils ont fait des essais, un suivi de radiologie, etc., qui est fait. Et on savait qu'au Sahara, par contre, une fois que la France était partie, il n'y a rien eu de fait. Donc là, il y avait un travail plus difficile aussi, puisque l'Algérie est indépendante. Il fallait qu'il y ait un accord entre le gouvernement français et le gouvernement algérien pour que la France assume aussi sa part de responsabilité dans ce qui s'était passé et reconnaisse, entretienne, donne des informations à l'Algérie, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent. Enfin, tout ce travail-là. Voilà, c'était donc la version doublée du documentaire qui a été réalisé donc, par M. Ayadi d'Ergan à Miroroa. Alors, M. Ayadi, justement, qu'en est-il de ce sujet épineux, un petit peu de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires? Écoutez, moi, j'aurais aimé un passage d'Ergan avec la population d'Ergan, jusqu'à maintenant, comment elle vit. Les gens meurent encore. À Ergan, à Heinecker, parce que les derniers essais nucléaires datent de 1966, à Heinecker. Les gens meurent encore. Des problèmes des yeux. Nous avons quelques images qui sont en train de passer. Voilà. Donc, par rapport à ça, question d'indemnisation. Les Français eux-mêmes. Et là, le monsieur qu'on vient de voir est le président de l'association qui se bat pour l'indemnisation d'eux. Il y a eu, en effet, quelques Français, des anciens, de jeunes appelés de l'époque, qui on a reconnu, parce que le cancer et tout, on a reconnu que c'est une maladie qui venait de ces essais nucléaires. Mais en ce qui concerne les Algériens, il n'y a aucune, mais vraiment aucune reconnaissance, mais rien du tout, absolument rien. Monsieur Boukhalifa ? Je crois que, bien entendu, l'indemnisation des familles ou des personnes qui ont été irradiées ou qui subissent encore les conséquences de ces essais dans la région d'Ergan et d'Heinecker, je crois que c'est très important. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus, c'est-à-dire de plus vaste encore. Je crois que c'est la décontamination de cette région. Il faut absolument les Français qui excellent dans ce domaine puisqu'ils construisent ils ont des installations, que ce soit chez eux ou j'ai lu un accord avec les Chinois où ils vont traiter leurs déchets nucléaires, etc. Je pense qu'il faut penser à la décontamination de ces zones. Parce que ce sont des zones, comme on vient de voir dans ces images, on voit ce sont des fûts, du matériel qui est jeté. Il y a des tunnels dans lesquels se trouvent des fils. Des personnes ont été irradiées parce qu'ils ont été récupérés. Les fils en cuivre
qu'il y avait des installations électriques qu'il y avait à l'intérieur de ces zones qui ont été contaminées. Je crois que cela, c'est très très important. C'est très important parce que nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas, hélas, ces technologies. Je suis certain que si c'était le cas, les autorités algériennes l'auraient fait depuis longtemps et ne pas laisser exposer des populations entières à ce type de fléau. Je crois que c'est très important que sur la table des négociations, on pose ce problème de la décontamination. Je ne parle pas uniquement de la région d'Ergan, il y a aussi la région dans le Hogar également des essais qui ont été faits, qui ont été désastreux aussi, qui ont été bien plus désastreux. Alors il y a une autre question aussi. Allez-y, je vous en prie. Pour répondre à monsieur et rebondir sur la France qui excelle dans la décontamination et éventuellement les futurs partenariats qui vont signer avec les Chinois. J'ai eu l'occasion de travailler en centrale nucléaire. Alors il y a une certaine différence technique entre le traitement d'un déchet nucléaire que nous avons produit et une décontamination d'une région. Néanmoins, ça n'enlève en rien le fait qu'il soit assez expert en la matière. Ça, je vous le concède. J'aimerais aussi peut-être apporter un autre regard. Juste avant d'apporter un autre regard, si vous permettez, donc quelle solution pourriez-vous proposer par rapport à cela? Alors, il est tout à fait normal que des initiations du gouvernement, c'est ce que nous attendons aussi, que ça soit mis sur la table des négociations et d'une manière officielle, en toute voilà, simplicité, comme l'a rappelé lors de son passage M. Ouéhia. Je pense qu'il y a aussi une affaire de priorisation des revendications. Parce que certes, la mémoire est une chose très importante, mais il y a aussi des déficits en matière sanitaire, comme le dit monsieur. Et je pense que ça fait partie des tops, des priorités auxquelles le gouvernement doit orienter ses interventions avec son homologue français. En ce sens, ils ont fait. Et pour rappeler le passage de M. Ouéhia à l'ambassade, j'ai eu l'honneur d'assister à son interlocution. Il disait que cette histoire des crânes a été initiée par un chercheur, c'est le fruit d'un travail. Nous le respectons et nous allons produire avec la France. Mais c'est beaucoup plus une incitation du côté français, parce que c'est une décision qui a été, comme nous l'avons vu précédemment, initié par les deux présidents, mais des demandes ont été aussi faites en ce qui concerne les sous-sols algériens, des constructions du temps de la colonisation française. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soucis d'ordre technique pour intervenir sur des sols. Et M. Ouéhia l'a demandé. Est-ce qu'il y a des réponses qui ont été faites sur ça? Il y a un grand point d'interrogation, visiblement non, vu qu'il le met aussi sur la table. Donc je pense qu'il faut ne pas hésiter à demander aux Français, et quitte à prendre l'opinion internationale en la matière. Je pense que tout le monde convergerait vers ça, pour un meilleur vivre dans l'immédiat et une reconstruction. Il y a aussi un autre exemple, c'est la relation franco-allemande. Moi j'aime bien citer cet exemple-là, parce que les Français et les Allemands ont eu un passif, tout comme nous l'avons avec la France. Aujourd'hui, ce sont les deux pays locomotifs de la richesse économique européenne. L'économie aide en ce sens à retrouver des relations apaisées. Parce que les véritables enjeux sont au-delà de la mémoire. Les chercheurs font un excellent travail des deux côtés de la rive, mais ils sont purement financiers. Aujourd'hui, si la France reconnaît ça, il y aura des indemnités qui vont être négociées. Est-ce que nous sommes prêts du côté de la France à accepter ça? Visiblement, la droite, qui continue à peser tout son pouvoir politique, refuse. Et de notre côté, il y a aussi des revendications qui sont peut-être molles, diront certains, d'autres... Et justement, parlant des indemnisations, nous allons voir un extrait d'un interview que vous avez fait vous-même, M. Ayadi, d'un citoyen qui a justement été victime de ces radiations. Il va nous parler de cette expérience et aussi de toutes ces indemnisations. Je vous propose de le regarder. وش هذاك هو الاسباب اللي راهي الناس قاعد دير في النواظر كيما راك تشوفني انا. وعلاه راكم داير النواظر؟ لان ندير النواظر من سبت هذاك الشاع نتاع النواوي، هذاك الضوء نتاعها. حنا ما نعرفوش كناش النواظر هادو، ما كناش نعرفوهمش. ما كنا نعرفوش. قلت لك انا نعقل على جوج رقاب في هذه الثلاث قريات. هذه البلاد اللي نتكلم لك فيها وتولى في القديمه وتولى في الجديده وتعرف فيها جوج رقاب عاملين فقط. اللي هو خالدي مبارك من في تعرف، واللي هو عبد الله عزاوي قدوم في تعرف. هذا ما نعقل عليها مبسط. دروك روح يلا معايا تبعني نوريك شحال راه مبصر وشحال راهي الناس دايره في نواظر وشحال الناس راهي تمشي معوقه وشحال من الناس راهي تسكي برجليها بركابيها وديارها.
هذاك النهار احنا عندنا نهار يسموه اسود 13 فبراير نسموها نهار اسود ماتوا فقاقيرنا الفقاقير ماتوا. Voilà, donc c'était un témoignage d'un citoyen de Gane que vous avez vous-même, M. Ayadi, interviewé. Il y a aussi une autre question, non seulement les essais nucléaires, mais il y a une autre question aussi, c'est celle liée aux disparus. Qu'aujourd'hui, donc, ça reste un dossier qui n'est pas toujours pris en considération. La question des disparus n'a pas été traitée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été traitée par les accords d'Évian. Ça ne fait pas partie de l'amnistie. Très peu de gens savent qu'ils peuvent déposer plainte pour disparition. Les 3000 disparus, par exemple, uniquement pour la grève des 8 jours de 1957 à Alger, il y a 3000 et quelques disparus, 3500, je m'excuse pour dire et les quelques sont tous aussi importants que les autres. La question n'a jamais été posée, y compris par méconnaissance de la loi, par méconnaissance des accords, des accords franco-algériens de 1962. Donc la question doit être posée aujourd'hui. Il y a un travail à faire, les juristes, les avocats, les spécialistes ont tout un travail à faire dans ce domaine et il est temps de le faire, ne serait-ce que pour la mémoire. Ce n'est pas forcément lié à des indemnisations parce qu'on ne peut pas monnayer le drame que nous avons vécu. Tout l'or du monde ne suffira pas à rembourser la vie d'un seul individu. Bon, mais en tous les cas, pour le devoir de mémoire, je pense que ces personnes méritent qu'on s'intéresse à elles, que ces personnes méritent qu'on se soucie de ce qu'elles sont devenues, éventuellement. Au moins qu'on sache, qu'on ferme le dossier d'un certain nombre de personnes disparues. C'est là où je pense qu'on voit tout l'intérêt de la déclassification de certains documents et d'archives. Parce que monsieur parlait des accords d'Évian, mais il faut savoir qu'il y a aussi une partie qui est cachée sur ces accords-là. Et quand la partie est cachée, nous ne pouvons rien dire. Donc, hypothèse 1, le scientifique que je suis pourra dire que soit ça a été négocié, mais ça n'a pas été mis en exergue, en l'occurrence, ou ça n'a pas du tout été évoqué. Et puis... Non, ça n'a pas été évoqué. Les parties cachées, c'est-à-dire, attendez, il faut qu'on s'entende sur la face cachée des accords d'Évian, ce n'est pas aussi important. Le président Ben Khedda lui-même, dans ses écrits, et les négociateurs, y compris particulièrement les ouvrages de Reda Malek, disent qu'il n'y a pas grand-chose de marché. Ce sont des données militaires, des données techniques, très techniques seulement. Bon. Vu l'histoire qui nous lie, donc l'Algérie et la France, beaucoup d'Algériens se sont établis donc en France. Leurs enfants sont, par la force des choses, sont devenus aussi français. Donc il y a eu un petit peu cette rupture avec l'Algérie et pourtant l'origine remonte toujours. Et il y a certains jeunes Algériens, enfin certains jeunes Français d'origine algérienne qui s'intéressent aujourd'hui à l'histoire d'Algérie, qui veulent revenir justement et mieux comprendre l'histoire coloniale et mieux comprendre et mieux connaître l'Algérie. Et justement, Fella Bennour, notre collègue, donc, a justement rencontré un jeune Français d'origine algérienne qui est revenu ici en Algérie et qui est revenu justement pour alimenter un petit peu cette curiosité, pour alimenter un petit peu et pour mieux connaître l'Algérie. Je vous propose de regarder un extrait de ce portrait et on se retrouve juste après. Moi j'ai eu Perpète et j'ai fait toutes les prisons de France et de Nord. Mohamed Amin scrute chaque mot de Félix Kolosi, ce grand révolutionnaire au regard vif malgré le poids de l'âge et de la mémoire. Mais ce jeune lycéen venu de l'autre côté de la rive, portant en lui ses origines algériennes, est surtout impressionné d'être pour la première fois face à son histoire. 19 juin 1956, première exécution d'Alger à l'aube. Zabana, Ferhat Abdelkader furent guillotinés. Zabana et Ferraj. C'est assez important pour moi parce que c'est mon premier voyage en Algérie. Et c'est quelque chose d'assez pesant, je dirais pas lourd, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Tout a commencé quand le professeur de Mohamed Amin demande à ses élèves de choisir un thème de recherche post-baccalauréat. Le jeune garçon opte alors pour la guerre d'Algérie. Mais il n'aurait jamais imaginé que son père allait le ramener à la source. Déjà, quand j'ai entamé ce sujet-là, quand on a fait avec mes camarades le choix de ce sujet-là, c'était
dans un but de découverte personnelle, parce que je savais que j'allais forcément en apprendre plus sur mon histoire personnelle en prenant ce sujet. Non, ça je ne le savais pas, c'est mon père et je le remercie du plus profond de mon cœur de m'avoir fait cette surprise-là. Ça prouve bien que dans l'être humain, il y a une part toujours qui tend vers les racines, en quelque sorte. Moi, je n'ai pas du tout suggéré, je n'étais pas au courant de ce choix de sa part dans cette matière. Et je l'ai su donc a posteriori. Et c'est la démonstration même que, naturellement, l'être humain, même jeune, a une tendance à vouloir savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi éventuellement il ressent un trouble. Donc voilà, c'est des éléments qui sont très intéressants. Voilà, c'était donc un extrait du portrait qu'a dressé Fella Benour à ce jeune franco-algérien qui vient en Algérie pour la première fois pour découvrir son pays d'origine, pour découvrir aussi l'histoire de son pays d'origine. Alors, Monsieur Behedi, vous qui êtes à la tête de cette association donc, des rassemblements des franco-algériens, vous êtes en Normandie. Et donc, ce qu'on vient de voir répond absolument à vos objectifs. Tout à fait, reflète vos objectifs et puis le travail qu'on fait sur le terrain. Donc, on profite de chaque événement qui concerne le passé algérien, dès 7 octobre ou bien 1er novembre, 5 juillet, de nous rencontrer autour des conférences, des thèmes, des reportages ou de raconter l'histoire pour nos enfants. Et je vais vous dire une chose, c'est que le jeune qui vient de dire, justement, on lui a demandé un travail qui va se faire au collège, il a tout de suite regardé son passé algérien. Et croyez-moi que tous les enfants algériens, tous les enfants dans les écoles en France, c'est des millions, c'est pas des milliers. Hein. À chaque fois qu'on évoque un travail à faire, un dessin, si c'est un dessin pour les enfants, c'est le drapeau algérien. Et d'ailleurs, il y a même un article qui a été fait, c'est le drapeau le plus vendu en France, c'est le drapeau algérien. Soit vendu, soit dessiné. Donc, à chaque fois qu'il y a un travail qui va tout de suite vers l'Algérie. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que, premièrement, on est plus nationaliste quand on est à l'étranger, ce que je parlais avec mon ami Idir quand on est venu dans l'avion. C'est vrai que ça se ressent beaucoup chez la diaspora. Donc plus on s'éloigne du pays, plus on a cet attachement. C'est pour toutes les communautés, voilà. Et surtout pour la communauté algérienne, parce qu'il y a l'histoire, ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc on se sent plus algérien, on veut se rapprocher. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas les efforts qu'on fait nous en tant qu'association. C'est du bénévolat qu'on fait, hein, donc on n'attend rien de l'autre côté. Mais on se sacrifie énormément, le temps, les moyens qu'on se donne pour justement développer et apprendre l'histoire à nos enfants. Et aujourd'hui, si c'était les portes ouvertes, pour l'instant, les portes ne sont pas ouvertes pour l'Algérie, sinon tous les enfants qui veulent établir des stages, parce qu'on leur demande des stages en entreprise, ils vont tous venir les faire en Algérie. Moi, ma fille, elle a fait son stage dans une entreprise, dans une agence de voyage à Constantine, il y a 3 ans pour un BTS. Donc c'est pour ça que je vous dis, demain, si on ouvre vraiment les portes, d'ailleurs, c'est l'objectif, on est là, et les initiatives du gouvernement, du Premier ministre qui est venu nous rencontrer le mois dernier, donc, et c'est une bonne initiative très très bien, qui a été bien vue par la communauté algérienne parce qu'elle vient du Premier ministre, et aussi c'est pour ça que je reviens sur tous les volets qu'on a évoqués, y compris l'histoire tout à l'heure. Moi, je positive, je suis comme un amitié, on va positiver. Donc, chaque avancée d'un projet, que ce soit la restitution du crâne, que ce soit les archives, que ce soit, c'est une percée, c'est une avancée pour qu'on avance justement et ça finira par aboutir, tôt ou tard. L'État français, en plus, au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut profiter de l'occasion de ce gouvernement, de M. Macron, qui veut se rapprocher, qui est quelqu'un qui ouvre les portes et quelqu'un qui discute, et il est entouré d'autres personnes qui sont prêtes à aider justement. Moi, je vois dans ma circonscription, on a un député qui est d'origine sénégalaise, qui est dans la commission des affaires étrangères, qui est prête justement à nous aider, y compris à revoir les conventions qui ont été faites auparavant. Donc, alors justement, pour revenir à votre association, donc votre association, c'est un trait d'union entre l'Algérie et la France, pas que dans l'histoire, pas que d'envoyer un petit peu la jeune génération pour découvrir le pays, mais aussi pour faire un petit peu la promotion de tout. C'est un accompagnement. Voilà, c'est un accompagnement de toutes les mesures qui ont été prises, particulièrement les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement, justement, particulièrement les mesures économiques, l'ouverture donc au logement, les différents dispositifs d'aide à la création d'entreprises, notamment l'ANSEJ et la CNAC. Et justement, tout ça
Comment ça a été perçu? Moi je vais parler au niveau... je laisse le volet économique à mon ami Idir qui est spécialiste dans ce domaine-là. Moi, je vais parler au niveau de tout ce qui est avancé, tout ce qui est proposition, tout ce qui est dit. Il n'y a pas, aujourd'hui, en France, on n'a pas une institution ou bien une fédération ou bien une association, comme elle a évoqué tout à l'heure, il y avait une association des étudiants algériens en France pour aider orienter. Aujourd'hui, l'Algérien regarde la télé, il voit, on en parle, vous faites une émission ici, on en parle de lançage. Je les expliqué ce matin, ils ne connaissent pas c'est quoi le lançage en France. Donc voilà, nous, parce qu'on vit, on connaît. Mais quand vous parlez à nos enfants, ils ne connaissent pas. C'est quoi ça? Donc c'est pour ça, il n'y a pas quelque chose qui va expliquer, qui va orienter ces jeunes-là à justement à venir. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut que je revendique, que je demande. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a que les consulats qui répondent à ces questions, à ces demandes quand ils sont sollicités. Mais il faut qu'il y ait des associations ou des fédérations. Et ça, il n'y a que le gouvernement qui peut, parce que, pourquoi? Pour une simple raison, l'Algérien aujourd'hui ne fait pas confiance à une association. Moi, je ne vais pas vous dire, je vais y aller là-bas, tous les gens me font confiance. Donc ils vont dire, l'association ne fait pas confiance. Et pourtant, les associations sont bien perçues en Algérie. En Algérie? Oui. Non. Alors, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas qu'elles sont mal perçues, parce qu'elles sont perçues par les adhérents, le peu d'adhérents que vous avez qui vous connaissent. Mais il y avait des déceptions. En France, il y avait beaucoup de déceptions par des associations. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une crédibilité. Il faut qu'il y ait... Le projet doit porter par l'État, par le biais des consulats. À ce moment-là, les associations fédèrent, les investisseurs vont venir, vont écouter. Ils attendent que ça. Ils attendent que la crédibilité. Et justement donc pour revenir un petit peu à tous ces investissements, à toutes les nouvelles mesures qui ont été prises quant à la facilitation aux investissements, je vous propose de regarder ce reportage de Naïma Chekchek qui va nous expliquer un petit peu les différents dispositifs qui ont été pris par le gouvernement pour justement faciliter l'investissement à la diaspora algérienne qui se trouve donc à l'étranger. Le département du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le potentiel de croissance de notre pays est loin d'avoir été pleinement exploité et les gisements d'investissement sont extrêmement importants. Le spectre d'investissement est large, même si le département de Mourad Zemmali privilégie des secteurs comme ceux de l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme, l'économie numérique, l'industrie de transformation, les énergies renouvelables ou encore l'économie verte. Autant de créneaux sur lesquels le ministre attire l'attention en invitant les Algériens vivant à l'étranger à mettre au service de leur pays leur savoir-faire et leurs compétences acquises dans les pays d'accueil. Pour ce faire, il leur demande de se rapprocher des représentations diplomatiques ou postes consulaires ou des organismes nationaux de promotion de la micro-entreprise lors de leur séjour en Algérie pour s'informer et saisir toutes les opportunités offertes. L'ANSEJ ou la CNAC sont parmi les dispositifs publics d'appui à la création d'activités cités par le département du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Ce dernier, qui a également publié la fiche technique relative aux modalités de création de micro-entreprises par les jeunes de la communauté nationale à l'étranger, qui sont identiques à celles pour les nationaux établis en Algérie, sauf pour l'apport personnel qui est en devise dans la structure du financement du projet. L'un des avantages est lié notamment au crédit bancaire qui est bonifié à 100% avec 70% du montant global de l'investissement. Dans ces mesures de facilitation, le ministère a indiqué que des formules de création de cabinets groupés et de véhicules ateliers pour des activités définies font également partie de ce programme orienté vers la création de la micro-entreprise. En somme, tout un programme d'aide et de facilitation pour l'investissement dans le pays à l'adresse de notre communauté établie à l'étranger, encouragée à investir le champ économique de l'Algérie. Voilà, c'était donc Naïma Chekchek qui était revenu un petit peu sur ces nouvelles dispositions, sur ces nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement quant à la facilitation de l'investissement donc pour la diaspora algérienne ici, pour la diaspora algérienne établie donc à l'étranger. Alors monsieur Belkhair, vous êtes installé en France. Exactement. Et donc
comment ces nouvelles mesures, justement, ont été prises par la communauté algérienne à l'étranger, d'autant plus que vous avez assisté donc, à cette rencontre que Ahmed Yahia donc, a animée au mois de décembre dernier? Absolument, c'était le 7 décembre plus précisément, sur l'invitation de M. Msdoua, l'actuel ambassadeur d'Algérie à Paris. J'ai eu l'honneur d'assister à cette intervention. Il est clair que lorsque on voit des mesures initiatives au retour de cette diaspora qui est établie en France pour revenir investir son argent et apporter un certain savoir-faire et le partager avec le pays d'origine ou le pays tout court, comme il disait, c'est clair que c'est quelque chose de très bien parce qu'on ne se sent pas oublié, pas mis à l'écart. Au contraire, on se sent tout à fait valorisé, contrairement à certains projets de loi qui ont pu montrer un certain scepticisme par rapport à cela. Mais moi, vous savez, la réglementation étant ce qu'elle est, ça a toujours été le cas par rapport au fait que des binationaux ou des gens résidant à l'étranger ne peuvent pas prétendre à certains postes de haut niveau. Mais ça, à l'époque, c'était dans une loi organique, mais pas dans une constitution. L'État algérien a estimé que c'était nécessaire, ça a été voté, nous respectons cela et nous sommes là pour travailler et continuer à aller de l'avant. Moi, j'ai eu aussi l'occasion de visiter les États-Unis d'Amérique durant mon cursus universitaire. Et à Minnesota, je suis descendu à Washington, j'ai eu à voir dans un musée un écriteau d'un ancien président américain qui disait « Ne demande pas ce que l'État peut t'apporter, mais ce que tu peux apporter à l'État ». Et vous savez, nous pouvons faire malgré qu'il n'y ait aucune incitation. C'est ce qui a été initié. Dans mon village natal à Joma Saharich, nous avons lancé une salle de formation, tout type de niveau, collège, lycée, malgré qu'il n'y ait aucune mesure d'initiative. Ça n'a pas permis un grand investissement, hein. C'était quelque chose de tout à fait modeste, une salle, mais bien aménagée pour accueillir les enfants et leur donner des cours de soutien pour une meilleure qualité de formation. C'est un projet qui est en cours ou vous l'avez déjà lancé? Il est tout à fait réalisé, il marche. Et donc voilà, parce que je pense que l'éducation est la meilleure arme pour changer les choses. Et un autre personnage français disait, et c'est Napoléon, on ne livre jamais bataille sans être sûr de la gagner. Je pense que nous avons deux stratégies aujourd'hui. L'indépendance, nous l'avons eue et nous sommes tous fiers, aujourd'hui réunis sur cette table. Je peux vous dire qu'aucune loi ne viendra nous rendre aussi heureux que cela. Effectivement. Et il faut aller encore de l'avant. C'est en travaillant qu'on montre que nous sommes des partenaires d'égal à égal et que ces choses-là vont découler et se dénouer tout à fait naturellement. Mais je pense qu'il faut un certain nombre de temps. Alors, monsieur, juste pour rebondir sur ce que disait monsieur et ce que disait mon voisin aussi, il y a eu des déceptions, effectivement, par le passé. Je me souviens, dans les années 60, 70, il y a eu des tentatives, mais seulement l'excès de politisation des projets économiques ou de la démarche économique en elle-même a déçu énormément de personnes, particulièrement dans les années 70. Ça ne s'est pas très bien passé. Je pense que les exemples les plus conséquents et les plus frappants c'est-à-dire de cette démarche comptaient également sur la diaspora. Je crois que la Chine et le Vietnam ont été des exemples extraordinaires. Quand on pense que l'essentiel des investissements en Chine, en PME, c'est la diaspora chinoise dans le monde. Les Vietnamiens ont relancé toute leur économie grâce à ces anciens boat people qui ont été s'installer dans d'autres pays et qui aujourd'hui reviennent chez eux d'une façon... Oui, justement, d'ailleurs, à Pékin, les grandes infrastructures sportives ont été bien construites par la diaspora chinoise. Et je pense que les démarches qui sont initiées actuellement par le gouvernement, d'une façon générale, il faut absolument les dépolitiser, les laisser dans le strict, leur donner leur strict caractère économique et social et laisser les gens travailler. C'est très très important. Alors justement, Monsieur Belkheir, vous qui êtes entre la France et l'Algérie, donc quelles sont un petit peu les contraintes que les jeunes investisseurs, que les porteurs de projets peuvent rencontrer justement quand ils veulent lancer un projet ici en Algérie, particulièrement à la diaspora? Bien sûr. Alors, vous savez, des mécanismes tels que lancés, ce sont des mécanismes de financement. Mais ça n'exclut en rien que quelque chose qui marche doit se baser sur une étude sérieuse, un marché ou un besoin. Alors, certains grands groupes créent le besoin et font du chiffre d'affaires par rapport à ça. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect financement, en France, par exemple, si vous avez un projet porteur, vous sollicitez une banque, ils analysent le risque, ils financent à hauteur de 70% de l'EBE, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, sur une étude financière qui a été faite au préalable en vous jugeant sur la valeur ajoutée potentielle que vous pouvez engendrer. Certains diront qu'un prévisionnel étant ce qu'il est,
il peut être soit réalisé ou pas, mais il y a des paramètres de prise de décision pour amoindrir le risque. Parce qu'un risque financièrement qui est calculé, qui est maîtrisé, est un risque qui ne va pas potentiellement gravement nuire à l'impact économique. Maintenant, sur ce financement-là, que l'on sache existe et qu'il soit étendu à la diaspora, c'est quelque chose de très bien. Mais ça n'enlève en rien que le tissu économique doit être propice au développement d'un quelconque projet d'entrepreneuriat. Parce que vous avez le secteur bancaire. Sur ça, je pense qu'il faut initier, il ne faut pas avoir peur, parce que connaître ses défauts, c'est s'enrichir, c'est se prémunir contre une éventuelle attaque. Donc un tissu économique viable passe par un secteur bancaire qui est sain. Certes, nous avons fait des bons immenses. Aujourd'hui, nous sommes indépendants, nous travaillons, nous réalisons un certain nombre de choses, mais il reste encore beaucoup de domaines à parfaire. Et je pense que c'est ensemble que nous pouvons réaliser ça. Donc je pense que c'est quelque chose de bien pour répondre, mais il faut encore aller de l'avant pour assainir tous les mécanismes et enlever les points noirs pour être au final comme les autres, ni plus ni moins. Beaucoup d'optimisme quand même. Hein. Il faut. Parce que... Voilà, effectivement. Alors justement, parmi les mesures qui ont été prises pour la facilitation, donc pour faciliter un petit peu la vie à la diaspora qui veut venir investir ici, c'est aussi les logements donc LPP qui ont été ouverts donc à la diaspora. Amel Essielidé donc revient un petit peu sur ces mesures. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a désormais fixé les modalités d'acquisition de logements promotionnels publics LPP en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, dans le cadre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans une note d'information adressée à la communauté algérienne, le ministre a expliqué que ces logements sont destinés aux acquéreurs non résidents en Algérie qui ne possèdent pas ou n'ont pas possédé en qualité de propriétaires, ni eux ni leurs conjoints, sur le territoire national un bien à usage d'habitation, à l'exception des logements de type F1, un lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas bénéficié d'une aide financière de l'État pour l'acquisition ou pour la construction des logements. Le dossier de demande d'acquisition d'un logement promotionnel public devra être transmis par le postulant à l'entreprise nationale de promotion immobilière ENPI. Le demandeur du LPP aura la possibilité de choisir son logement entre le F3, le F4 et le F5. Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d'achat du logement, une copie de la pièce d'identité nationale, un certificat de résidence à l'étranger et une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du consulat du pays de résidence, attestant qu'il n'a pas bénéficié ni lui ni son conjoint d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une aide financière de l'État pour l'acquisition d'un logement ou dans le cadre de l'autoconstruction d'un logement. Voilà, c'était donc Amel Essielidé qui était revenu un petit peu sur ces mesures pour la promotion de l'investissement et aussi donc pour les logements LPP. Il faut dire, Monsieur Bahadi, quand on veut venir donc au pays, on a bien envie d'avoir un pied-à-terre déjà. C'est le premier souci, j'imagine, de ceux qui veulent revenir au pays. Alors comment ces mesures ont été perçues par la communauté algérienne en France? Alors, bien sûr, toutes les bonnes mesures elles sont bien vues. C'est les bienvenues. Pour une simple raison, parce que nous, issus de l'ancienne génération, on va dire de l'ancienne génération, moi quand je viens chez moi, je vais au bled dans la campagne, je peux dormir par terre, je peux dormir avec ma famille, mes parents, ça ne pose pas de problème. Mais nos enfants, moi j'ai 5 enfants, j'ai des filles, elles aimeraient bien quand elles viennent, qu'elles ont leur intimité, qu'elles sont bien, qu'elles se sentent bien. Moi je vous dis honnêtement, quand je viens en Algérie, quand je ramène mes enfants, c'est rare que je les ramène parce que pendant les vacances scolaires, les billets sont très chers, donc on n'a pas les moyens de les ramener à chaque fois, on les ramène tous les 4-5 ans, d'où la cherté de la vie. Et donc quand on les amène, on se sacrifie pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils ne disent pas « Papa, je ne reviens plus ». Donc voilà, on se sacrifie humainement, physiquement et financièrement. Et donc demain, un appartement, donc bien sûr, c'est un lien, c'est quelque chose de bien. Par contre, les propositions qui ont été faites, elles ne sont pas encore claires. Pour une simple raison, quand on parle d'un logement promotionnel, c'est un logement, c'est des promoteurs immobiliers qui vous proposent du logement, vous pouvez en acheter, que ce soit résident ou étranger, parce que vous allez acheter avec votre argent. Par contre, est-ce qu'on parle de participatif? Parce que là, en Algérie, quand on parle de logement participatif, l'État participe. Promotionnel, l'État ne participe pas.
Donc vous n'avez même pas à faire un dossier. Vous passez voir le promoteur immobilier, vous allez vous inscrire avec vos moyens, vos pays, vous avez votre logement. Vous allez choisir l'étage, tout, selon vos moyens. Maintenant, si on a le droit au logement participatif, ça c'est autre chose. Donc il faut faire la demande, il faut éclaircir les choses. Aujourd'hui, on dit, mais c'est pour ça que je reviens tout à l'heure, de vous dire, aujourd'hui, l'Algérien, il est isolé. L'Algérien, il est perdu. Il n'y a pas une association qui fédère les associations, où il n'y a pas un bureau où on va y aller pour avoir des renseignements. Donc tout le monde nage tout seul. Donc c'est pour ça aujourd'hui il faut que les initiatives soient premièrement des fédérés, y compris les chefs d'entreprise algériens. Ils sont perdus chacun, parce que quand vous parlez d'investissement en Algérie, c'est un réseau et c'est une initiative personnelle. Je prends mon billet, j'arrive dans un bled où je connais du monde, je viens, je vais voir, peut-être oui, j'aurai le droit aujourd'hui au lançage, mais ça te reste toujours... Mais sinon, il y a aussi la Chambre algérienne de commerce en France qui peut aussi orienter les Algériens sur place. Elle n'est pas encore, justement, je laisse y dire... Justement, ça a été demandé, c'est l'une des mesures qui ont été rappelées lors de la visite de M. Ouihia, parce que justement, le principe de réciprocité dans la diplomatie algérienne, il a tout le temps existé. Et ça, il y a de quoi en être fier. Parce que vous partez, par exemple, pour ne serait-ce que les visas, chez nos voisins, Tunisie et Maroc, les Français, ils viennent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de visa. Alors que chez nous, il y en a un. Ils s'étonnent du fait qu'il y en a, bah oui, aujourd'hui, nous sommes indépendants, nous l'avons payé cher. Après, par rapport à ces questions-là, je pense que elle n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des démarches qui ont été faites et à cause de la bureaucratie, des changements, c'est aussi un souci quand vous n'avez pas un référent juridique stable, parce que la stabilité est propice au développement économique, ça c'est certain. Mais si aujourd'hui vous venez avec des fonds et que vous ne savez pas quelle en sera la situation, je parle juridique, pas sur le plan sécuritaire. Ça, nous avons de quoi remercier nos services de sécurité. Ils font un excellent travail dans ce sens. Mais il y a aussi l'aspect, on parlait de la règle 51-49, on parlait d'un certain nombre de choses. Parce que aujourd'hui, espérer qu'un investisseur étranger vienne vous apporter ses connaissances, c'est un leurre. Parce que lui, s'il vous donne ses connaissances, demain vous lui dites au revoir, sur la base de la règle 51-49, vous devenez quasiment son rival, si ce n'est son concurrent direct. Donc, il préserve cela. Parce que les connaissances, elles s'arrachent, madame, dans le monde industriel. Et elles se préservent, tout aussi bien qu'elles s'arrachent. Donc, je pense que nous devons nous repositionner carrément et changer notre stratégie et notre vision, apporter du sang neuf et dire que voilà, nous avons eu à gagner une rude bataille, ça c'est clair, et nous ne serons jamais à la tête de ceux qui ont pris ces armes-là, et nous nous remercions éternellement, et nous leur vouons un respect éternel, mais la question se pose maintenant à nous sur les aspects économiques, sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts qui, si on évoquait ces questions-là d'une manière limpide et rationnelle, il y aurait des gens qui vont dire non, parce que voilà, sur les logements LPP, je pense que si nous avons un bon revenu, laissons le mérite à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Belkhair. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Merci donc d'avoir été parmi nous. Un dernier mot, monsieur Ayadi? Oui, je voulais juste rebondir sur l'intérêt que porte notre immigration au pays d'origine. Je l'ai vécu et je l'ai matérialisé dans un documentaire que j'avais fait, que j'ai intitulé « Un siècle d'immigration ». Et jusqu'à maintenant, une image m'est restée. C'est l'image des drapeaux algériens en 2000 sur les Champs-Élysées. Et toutes les familles algériennes qui se... J'ai la chair de poule en me rappelant de cela. Toutes les familles algériennes avec leurs bambins et tout sur les Champs-Élysées, peut-être que c'était la première fois qu'ils venaient de leur banlieue lointaine sur les Champs-Élysées. Et pratiquement tenue avec tenue kabyle, fota et tout, etc. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Il y avait à ce moment-là avec moi Safi Boutella sur les Champs-Élysées. Il avait les larmes aux yeux. On avait les larmes aux yeux. Merci beaucoup, M. Ayadi. M. Belkhair. Je conclurai en disant tout simplement, soyons amis avec les autres et conquérons. Et prenons notre destin en main en allant de l'avant. Et si vous permettez, je saluerai toute ma famille, mes amis, sans oublier mon petit champion Wassim de 16 mois et mon épouse. Voilà. Merci beaucoup. M. Bahdi. Tout d'abord, je vous remercie pour cette initiative de nous avoir invités pour cette émission. Je tiens à vous remercier. Et puis, tout d'abord, il y a un grand potentiel à récupérer, que ce soit économique, que ce soit culturel. Et moi, je reviens toujours, vous avez dit tout à l'heure, il y a la Chambre de commerce algérienne en France, donc
Il faut instituer les choses. Et moi, depuis 2013, j'ai créé une autre association qui est dans le cadre scientifique à caractère médical. Depuis 2013, je ramène des délégations, des médecins, des professeurs en médecine. On fait les CAC dans le lutte contre le cancer. Donc on vient en Algérie. Je remercie les services consulaires qui nous aident pour les visas, pour accomplir la mission. Et puis voilà, donc je tiens à vous remercier pour cette initiative. Espérons qu'il y en aurait d'autres, parce qu'on en a besoin de s'exprimer. Puis on a beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps. Mais... Et plein d'autres aussi. Voilà. Merci beaucoup, M. Je crois que toutes les questions que nous avons évoquées en très peu de temps, hélas, toutes ces questions-là ouvrent de nouvelles perspectives. Je pense qu'il y a un maître mot qu'il faut mettre en avant à partir, c'est-à-dire, parce qu'il n'a pas eu sa place auparavant, c'est partenariat. Le partenariat, c'est-à-dire dépoussiérer, décoloniser l'histoire, décoloniser cette actualité, décoloniser les relations algéro-françaises. Je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin ensemble. Merci beaucoup, M. Boukhadra. Donc, on termine sur une note positive quand même. Voilà, alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle, ce soir, Diasporama a été placé sous le thème Histoire et Perspective. Donc nous avons développé ces deux volets. Était parmi nous M. Ali Fatah Hayadi, qui est réalisateur et scénariste. Était parmi nous également M. Amazid Boukhalifa, qui est journaliste. M. Idir Belkhir, qui est ingénieur. Et M. Bahadi Kamel, qui est président de l'Association des rassemblements des Franco-Algériens en Normandie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très agréable soirée avec les programmes de Canal Algérie. Je vous retrouverai dans 15 jours avec grand plaisir pour traiter d'un autre thème qui touche toujours la diaspora algérienne à l'étranger. Bonne soirée.